Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Hier à Meknès, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des invités participant à la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc qui se tient cette année sous le signe de la durabilité et de la résilience. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, présidente des œuvres sociales des Forces armées royales, préside au siège de l'état-major général des Forces armées royales le conseil d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. À la une actuellement, le Forum économique Maroc-France. Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales. C'est le thème choisi pour cette rencontre. 300 chefs d'entreprise y participent. De quoi donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays. Bonsoir à tous. Direction le Mchouar Stignas Rijswani à Meknès où son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé hier un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en l'honneur des invités et participant à la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Ont été conviés à ce dîner le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, le président de la Chambre des représentants Rachid Talb Alami, le président de la Chambre des conseillers Naam Miara, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. À son arrivée, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d'être salué par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, le wali de la région Fès-Meknès, le président du conseil régional Fès-Meknès et le gouverneur de la préfecture de Meknès. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a été également salué par le président du conseil préfectoral de Meknès, le président du conseil communal de Meknès, le président de la commune Mchouar Stigna, le pacha de Mchouar Stigna et le commissaire du Siam par intérim. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente des œuvres sociales des Forces armées royales, a présidé aujourd'hui au siège de l'état-major général des Forces armées royales le conseil d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales. À son arrivée à état-major général, son Altesse Royale a été accueilli par le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général des Forces armées royales. Son Altesse Royale a par la suite été salué par les membres du conseil d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales. Ont pris part à ce conseil le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, le général de corps d'armée, commandant la gendarmerie royale et les membres du conseil d'administration des œuvres sociales des Forces armées royales. Lors de la réunion, le colonel-major, chef de la direction générale des services sociaux, a rendu compte du bilan des différentes prestations assurées au titre de l'année écoulée au profit des ressortissants des Forces armées royales, notamment des actions de soutien aux opérations de maintien de la paix, du pèlerinage et de la participation à l'opération Marhaba pour l'accueil des Marocains résidant à l'étranger. Ce plan d'action a concerné également des prestations médico-sociales pour le soutien et l'accompagnement des personnes en situation de handicap et les parents d'enfants autistes, ainsi que les mesures de solidarité et de secours prises pour soutenir les victimes du séisme d'Al-Haouz. À l'issue, le Conseil a procédé à l'examen du rapport moral et financier ainsi que du programme d'emploi pour les années 2024-2026 avant d'approuver le budget nécessaire à son exécution.
La tenue de façon régulière des travaux du conseil d'administration sous la présidence effective de son Altesse royale la princesse Lalla Mriem illustre la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les membres des forces armées royales et leurs familles. Rabat abrite le Forum économique Maroc-France, tenu sous le thème Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales. Ce forum qui réunit plus de 300 chefs d'entreprise est l'occasion de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays. C'est un rendez-vous très attendu par les opérateurs économiques marocains et français. La rencontre économique Maroc-France. Cela fait 5 ans qu'il ne s'est pas tenu. Et aujourd'hui, le forum revient en force avec l'ambition de part et d'autre d'échanger sur les challenges à relever et le business à entreprendre ensemble. Il faut dire que le contexte géopolitique fait actuellement de l'Afrique un vivier d'opportunités. Le Maroc, qui dispose d'un écosystème d'excellence tourné vers l'avenir, s'érige comme un hub d'affaires vers le continent. Les peuples, les nations qui seront indépendantes en matière d'énergie décarbonée seront les grands vainqueurs du XXIe siècle. Le Maroc et la France ont vocation à être les grands vainqueurs du XXIe siècle. Nous allons donc travailler ensemble dans le domaine solaire. Vous avez une géographie qui est propice au déploiement de panneaux photovoltaïques sur des milliers d'hectares. Et nous avons fait le choix, avec le président de la République, je l'ai annoncé il y a quelques semaines, de développer une filière de production de panneaux photovoltaïques en France, avec des technologies avancées et des panneaux recyclables. Eh bien, croisons nos savoir-faire pour travailler ensemble dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la France nourrit l'ambition d'engager des partenariats avec le Maroc dans les 4 coins du pays, dans des domaines porteurs qui répondent aux exigences du XXIe siècle. La volonté est là, elle repose sur une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit basé sur la co-compétitivité et la coproduction. Autant dire qu'un nouveau départ s'annonce pour les relations économiques maroco-françaises. Je suis très admiratif de la stratégie de long terme qu'a le Maroc, qui lui a permis d'identifier un certain nombre de dossiers essentiels, structurants. Je pense bien sûr à l'énergie, je pense à la formation et aux compétences, je pense aux infrastructures et à bon nombre d'autres dossiers aussi. Je ne peux pas ne pas citer la Coupe du Monde de football 2030, qui bien sûr est un événement sportif, mais également un événement économique. Je veux vous dire l'intérêt que portent nos entreprises au développement et aux investissements que le Maroc entend mener, a décidé d'ores et déjà au sud. Le Maroc n'est pas le pays qui était il y a 20 ans. La France aussi a changé, a évolué. Je pense que nous avons compris qu'il faut travailler ensemble sur un nouveau logiciel, un logiciel qui inclut le développement qu'a connu le Maroc et la trajectoire extraordinaire qu'a connu le Maroc sur ces dernières années grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et aussi les phénomènes socio-économiques qu'ont connu le monde, que ce soit au niveau climatique ou au niveau social. Tout ça doit être rediscuter et revoir un peu le futur des relations. Maintenant, la France est le premier partenaire économique du Maroc avec 8 milliards, plus de 8 milliards d'euros d'IDE sur l'année 2022. Les investisseurs marocains et français participant au forum se réjouissent de l'énergie positive qui anime les responsables du secteur de part et d'autre. Ils y voient un bon signe pour leurs affaires dans le royaume. On a fait le choix de venir s'installer ici au Maroc. Pourquoi le Maroc? Il y a une proximité géographique avec la France. Il y a les liens que l'on connaît et qu'on en apprécie aujourd'hui encore plus.
Et puis le positionnement du Maroc en gateway vers l'Afrique. Le Maroc s'est vraiment positionné comme étant un pays qui veut s'ouvrir vers l'Afrique, et donc on veut profiter de cette ouverture et de cet élan. Le marché marocain des banques est mature, hein. On a des acteurs de très grande qualité, avec 2 leaders, Attijari Wafa Bank, Banque Populaire, qui sont des leaders très solides, et puis des acteurs qui sont un peu plus innovants, un peu plus disruptifs, qui montent de l'autre côté. Donc c'est un marché qui est compétitif, avec des acteurs de qualité, et dans lequel on est obligé de montrer notre qualité de service, qu'est-ce qu'on apporte aux clients, et l'objectif c'est de continuer à essayer de faire des choses un peu différentes pour apporter une pierre à l'économie marocaine. Le système bancaire ne doit pas rester juste figé comme ça. Tout l'écosystème économique évolue, et le système bancaire est là pour l'accompagner et aboutir avec. Aujourd'hui, ce forum peut nous donner beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de relations dans l'investissement. Le Royaume du Maroc, d'ici 2030, doit construire 40 000 lits, et nous avons besoin d'investisseurs européens, et les Français sont toujours les bienvenus. Ils ont initié à l'époque une partie de la vision 2010. Nous pensons qu'il faudrait bien qu'ils soient avec nous également pour la vision 2026 et 2030. Le forum que nous avons vécu aujourd'hui à Rabat est très important pour ressouder les liens. La France demeure le premier investisseur étranger au Maroc. Un peu plus de 1300 filières d'entreprises françaises sont implantées dans le royaume. L'Hexagone ne compte pas s'arrêter à ce niveau-là. Il voudrait que les deux pays soient le fer de lance des relations avec l'Europe. Le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et la France au cœur des entretiens de la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah et son homologue français Bruno Le Maire. Ces entretiens ont été l'occasion pour les deux ministres d'aborder la dynamique économique aussi bien au Maroc qu'en France, ainsi que les développements des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays. Écoutons les deux responsables au micro de Nissa El Hamdaoui. Nous avons un monde turbulent, mais aussi un monde qui présente de beaux challenges et de véritables, on va dire, opportunités. Et notre ambition, c'est mettre à profit cette proximité, cette connaissance étroite, on va dire, de la part de la France, de l'économie, la culture marocaine, mais également de la part du Maroc, des enjeux européens et continentaux, pour travailler sur des sujets qui sont, on va dire, universels pour l'ensemble des populations mondiales et particulièrement européennes et africaines. Monsieur le maire a cité le sujet de l'énergie. Je pense que les turbulences que nous avons vécues ensemble depuis 3 ans montrent à quel point il est urgent, important de travailler sur des sujets de souveraineté énergétique. La souveraineté, ça ne signifie pas d'être autonome pour tout produire, mais de garantir aux populations, aux industries, des énergies, on va dire, propres, durables. Nous avons 2 sujets sur lesquels nous avons décidé de mettre l'accent. Le premier, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui va faire la distinction entre les grandes puissances au XXIe siècle. Toutes les productions industrielles, l'habitat, la domotique, le transport, vont demander plus d'énergie décarbonée. Nous voulons ouvrir l'ère d'une nouvelle coopération en matière d'énergie décarbonée entre la France et le Maroc. Ça va concerner l'hydrogène, l'éolien, le solaire. J'ai également fait la proposition d'une coopération dans le domaine nucléaire avec les réacteurs de petite taille ou de moyenne taille. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment les mobilités avec le ferroviaire, que ce soit les lignes à grande vitesse ou les lignes classiques. Et la coopération, là aussi, elle doit être dans tous les domaines. C'est pas uniquement fournir des trains. C'est également travailler à la formation, à la qualification. Également à l'agenda du ministre français de l'économie Bruno Le Maire ce vendredi, des entretiens avec le ministre de l'Industrie et du Commerce Riyad Mzour. Lors de ces entretiens, les deux ministres ont abordé les possibilités de partenariat dans les domaines de l'automobile, de l'hydrogène vert, de l'énergie décarbonée, s'attardant sur le potentiel et les opportunités de coopération qui se présentent devant les deux pays. Cette rencontre a également permis d'aborder l'intégration industrielle entre le Maroc et la France, en particulier dans le secteur de l'automobile et des batteries. Une coopération industrielle étroite entre le Maroc et la France est mutuellement bénéfique pour les deux pays afin de développer davantage leurs échanges économiques et commerciaux, précise le ministre de l'Industrie et du Commerce.
Les énergies vertes au cœur de cette visite de travail de Bruno Le Maire. C'est d'ailleurs autour de cette thématique que le ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a animé hier une conférence sur le thème « Le partenariat Maroc-France en matière d'énergie, un atout pour l'Afrique et l'Europe ». C'était hier au campus de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. C'est un reportage de Hamza Saïh, Midi Chtebin, Issel El-Hamdaoui et Zakaria Mouqin Billah. De nouvelles perspectives de coopération en matière d'énergie s'annoncent entre le Maroc et la France. Pour le ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, un champ de coopération prometteur s'offre dans le domaine de l'énergie décarbonée. Vecteurs ciblés, l'hydrogène vert, l'énergie solaire et éolienne et l'énergie nucléaire. Pour le responsable français, le partenariat Maroc-France sur ces secteurs est un atout pour l'Afrique et l'Europe. Sur le partenariat énergétique, le choix qui a été fait, il est très clair, c'est de participer au financement d'une ligne de transport d'énergie décarbonée entre Dakhla et Casablanca. Donc j'ai fait part, comme l'avait fait le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, notre disponibilité à participer au financement de cette ligne. Ça s'inscrit de manière plus générale dans la stratégie que je viens de présenter au gouvernement marocain et aux étudiants de l'université du renforcement de la coopération énergétique entre la France et le Maroc. Au campus de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, ils étaient nombreux à assister à cette conférence. Étudiants et enseignants ont suivi avec intérêt cet exposé sur l'avenir des relations économiques bilatérales. Je vois en cela une opportunité pour le Maroc et la France de construire une nouvelle relation basée sur l'amitié, une relation d'égo. C'est déjà une première étape vers de meilleures relations entre les deux pays dans le futur. Nous, la jeunesse marocaine, je pense qu'on n'a que l'opportunité d'espérer le meilleur, parce que c'est nous qui vont profiter de cette durabilité, de cette énergie renouvelable dont on parle et dont il est question entre le Maroc et la France. Et sur le plan économique, c'est pareil. Alors des études sont en train d'être faites sur l'hydrogène vert. Autre registre de partenariat évoqué, l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 de football avec l'Espagne et le Portugal. Rendez-vous footballistique incontournable, cet événement phare aux effets économiques considérables peut servir d'opportunité de nouer de nouveaux partenariats entre les deux pays. Cap sur le Salon international de l'agriculture à Meknes qui a primé 9 journalistes lors de la cérémonie de remise des prix de la 8e édition du Grand Prix national de la presse agricole et rurale. Dans la catégorie de la presse audiovisuelle, le premier prix est revenu à Abdelhamid Jebran, journaliste reporter à l'Oula SNRT, pour son reportage sur la sécurité de l'eau, une vision royale pour l'avenir. Le deuxième prix a été décerné ex aequo à Ralil Garhi de la Youn TV pour son reportage sur les oliviers dans les domaines désertiques, et Arsab Bendaoud de 2M TV avec son reportage sur l'offre aquatique dans la région d'Arachidia et ses environs. Et dans la catégorie radio, le premier prix a été attribué à Mounia Orchi de la Radio Nationale pour son émission sur le programme d'enquête sur les oasis du Maroc entre les défis de la rareté des ressources hydriques et le changement climatique. Le Grand Prix national de la presse agricole et rurale vise à récompenser l'excellence journalistique dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Il a également pour objectif de valoriser le travail des journalistes pour leur contribution et leur rôle dans l'information et l'éclairage des citoyens et sur les réalités, les nouveautés du défi et les défis du secteur. Place à présent à notre rubrique culturelle du vendredi. Ce soir, nous vous présentons un artiste qui baigne dans la musique classique depuis sa tendre enfance, Xavier Palacios. Sans grande surprise, l'homme devient un pianiste de renom. Il a notamment joué avec le grand musicien russe Fesh Kasparov. Le portrait de ce musicien incroyable vous est brossé par Abdelrahim Benchikhi, Asma Tazi et le commentaire est de Maria Aouad. À l'image d'Arthur Rubinstein, l'un des plus grands pianistes romantiques du XXe siècle et un des meilleurs interprètes de la musique de Chopin, Xavier Palacios est un pianiste hors pair. La clarté de son articulation, l'inflexion de son doigté et la fluidité de son élan donnent l'impression d'une caresse musicale. Les nuances qu'il donne à la phrase sont pareilles à un envol,
comme si, au détour d'une partition, le musicien devenait à son tour poète, mais aussi visionnaire, au service de la transcendance. Derrière son apparente timidité et sa chevelure à la Georges Clooney, Xavier Palacios a fait ses premières gammes sur le piano familial avec lequel il a grandi, aux côtés de sa mère, pianiste elle aussi. Tel un compagnon de route et de vie, le piano et lui ne font plus qu'un. Les mélodies qu'il entend depuis l'enfance deviennent des respirations nécessaires, sans partition et uniquement à l'oreille, les suites anglaises de Bach, exercice réputé ardu, se trouve un tout jeune prodige. Sonore 1. Artiste accompli, bien qu'il n'aime pas ce mot, cet artisan de la note, comme il aime se définir, a joué avec les plus grands orchestres philharmoniques, notamment celui du Maroc. Professeur de chant lyrique à Casablanca, Xavier se réinvente toujours, car pour lui, comme pour Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi sur ce plateau Xavier Palacios. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors vous êtes pianiste et accompagnateur, votre créneau est la musique classique. Oui. Comment avez-vous débarqué dans cet univers et pourquoi l'avoir choisi comme métier ? Bien, j'ai commencé le piano assez tôt, vers l'âge de 8 ans. J'écoutais ma mère jouer du piano, donc c'est toujours resté la pratique du piano étant enfant. Et puis après, quand j'ai commencé à faire mes études, il se trouve que l'école normale de musique était juste attenante à l'école où j'allais à l'époque, où j'étais étudiant, donc c'était une école de commerce, donc j'entendais toujours des mélodies jouées au piano par les élèves, et donc j'ai décidé finalement de m'inscrire à l'école normale de musique et de travailler mon piano vraiment plus sérieusement. Et comment définiriez-vous la musique de chambre ou classique, comme on l'appelle souvent, et quelle place occupe-t-elle aujourd'hui dans l'échiquier musical mondial ? Alors, la musique classique, on parle plutôt de musique classique occidentale, puisque elle est née en fait en Europe. Hein. Après, elle s'est diffusée dans le monde entier. Aujourd'hui, la musique classique se diffuse à l'autre bout de la planète, que ce soit en Chine. D'ailleurs, les Chinois adorent la musique classique. Même au Maroc aussi. Au Maroc, ça commence à se développer aussi. Dans les pays, même dans les pays arabes aussi, on commence à faire des concerts de musique classique. En Amérique du Sud, il y a des orchestres de jeunes qui marchent très très bien. La musique s'est démocratisée, on va dire. Elle n'appartient plus à une élite, mais maintenant elle se diffuse dans le monde entier, parmi les jeunes, et c'est une bonne chose. Vous êtes un grand spécialiste de la musique de Chopin. Quelles sont selon vous ses particularités et qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui sa notoriété ? Alors comme tous les grands créateurs, les grands génies, on va dire que Chopin, je pense être d'accord avec pas mal de grands musiciens qui disent qu'il fait partie des 5 plus grands compositeurs de tous les temps. Que ce soit Bach, Mozart, Chopin, Wagner, Schubert. Je pense que ce sont les principaux génies. La musique de Chopin, elle vient à la fois de Bach et de Mozart. L'élève de Mozart, Hummel, a été une inspiration pour Chopin. Donc cette façon cette pureté des lignes, cette façon de composer de façon très pure et pratiquement sans erreur de composition, mais aussi cette capacité qu'ont les grands artistes, comme par exemple les grands peintres, à sonder l'âme humaine et à pouvoir refléter l'âme humaine dans leur composition.
Et votre parcours artistique vous a mené au Maroc. Là, vous êtes installé actuellement, où vous animez aussi des masterclass pour les jeunes musiciens marocains. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette aventure? Alors, la masterclass, en fait, la vraie masterclass, c'est entre le cours privé et le concert. C'est-à-dire qu'il y a un public et un élève qui a évidemment avancé, d'un niveau assez avancé, se produit donc devant le public et moi j'interviens pour le guider dans, disons, plus d'achèvement dans l'interprétation de l'œuvre, peut-être lui donner un petit souffle, une petite inspiration supplémentaire, peut-être aussi aider certains points de technique, parce que dans Chopin, évidemment, il y a beaucoup de difficultés techniques et il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut les affronter, même si au début ça prend du temps. Mais jouer par exemple les études de Chopin, ça vous permet de dépasser un palier musical et technique. En ce qui concerne donc les autres masterclass, bon, pour l'instant c'est la première masterclass, donc celle de piano. C'est plus facile pour les Marocains, je pense, le piano, parce que quand vous appuyez sur une touche de piano, vous avez tout de suite un son qui est fait, qui est précis, le piano est accordé. Pour ce qui concerne par exemple le violon, c'est beaucoup plus difficile parce que il faut avoir ce qu'on appelle l'intonation, c'est-à-dire il faut jouer extrêmement juste et donc les violonistes doivent pratiquer beaucoup d'études, de gammes et d'arpèges. Donc là actuellement j'ai un projet par rapport à l'association que j'ai créée qui s'appelle Classica au Maroc. Ce projet, c'est de faire venir petit à petit certains jeunes vraiment particulièrement doués et très motivés pour faire de la musique classique en tant qu'instrumentiste. Alors, j'ai violoniste et violoncelliste pour l'instant. J'ai 2 violonistes, mais ils doivent travailler beaucoup techniquement. Donc, il faut qu'ils tiennent le coup. Voilà, c'est ça qui est difficile. Xavier Palacios, merci d'avoir été l'invité de notre journal. Merci beaucoup. Et voilà, c'est sur ces belles notes musicales que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes. Oula.